Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour le Forum de la presse d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi 25 septembre 2015. Bienvenue donc à cette émission, une émission qui réfléchit sur 4 thèmes et 4 invités pour en parler. Mbaye Coulibaly du journal L'Essor, Aboubakar Banizon du journal Le Caïman, Ami Bessissé de la radio RFM et Mamadou Kane de la radio Clédou. Bonjour messieurs et merci pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Tout d'abord, le gouvernement, le remaniement donc ministériel, le gouvernement, le Mali a donc un nouveau gouvernement remanié avec 4 nouvelles têtes qui sont donc rentrées et 2 départs et 3 permutations. C'est le nouveau visage donc du gouvernement Modibo Keïta 2 communiqué hier après-midi. Dans ce gouvernement, la plateforme des mouvements armés du Nord sera représentée par Sambel Bana Diallo au ministère de l'Aménagement du Territoire et de la population. Alors, ce qu'il faut peut-être chercher à comprendre, c'est la représentation de la CEMA au sein de ce gouvernement qui représente donc la coordination des mouvements armés de l'Azawad. Tout d'abord, un premier décryptage avec vous, Mamadou Kane de la radio Clédou. Dites-nous si la montagne a accouché d'une souris. Non, pas totalement, parce que les attentes des uns des autres se focalisent essentiellement sur un ministère régalien, pas n'importe lequel, le ministère de l'Intérieur. Sada Samaki l'a sauté. C'était quelqu'un qui était très controversé depuis l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta aux affaires. Les 3 premiers ministres, Tatamli, Mara et aujourd'hui Modibo Keïta, il y a eu beaucoup d'errements avec Sada. Donc je pense que l'arrivée du colonel Salif Traoré, qui déjà a bonne presse. Son bilan est plus que élogié. Quand il était gouverneur de la région des Cailles, c'est un homme qui a une certaine justesse. Nommé durant la transition. Justement. Donc, non, pas du tout. Donc, sur le fait que il n'y a pas de représentants de la CMA, bon, il ne faut pas polémiquer là-dessus. Mohamed Aguerlaf, il est plus ou moins proche de la CMA. C'est vrai, on le dit pas ouvertement, mais voilà, ça reste quand même un gouvernement sans grande envergure, à part le départ de Sada. On a étoffé l'équipe avec des nouveaux entrants, il y a eu des permutations, etc. Mais voilà, ça reste toujours les mêmes missions, quoi. On ne peut pas dire que c'est un gouvernement commando qui va venir, étant donné que c'est une équipe qui pilote juste là, à vue, quoi. Et donc, je pense que là, il n'y a pas grand-chose à dire. D'accord. Alors, avec vous, Aboubakar Banizon du journal Le Caïman, un premier décryptage de ce gouvernement? Ok, d'accord, merci. Avant de commencer, je tiens d'abord à préciser que ce n'est pas le Caïman tout court, mais c'est le Caïman des Indes. Vraiment, la précision vraiment est très importante. En fait, avec ce déménagement gouvernemental, bon, sincèrement, on voit que jusqu'à présent, c'est la monotonie au sein du gouvernement malien. Toujours les mêmes têtes reviennent. Et ce qui prouve jusqu'à présent que la gouvernance IBK a du mal à bien décoller. Donc, pour le moment, c'est ce que j'ai précisé. D'accord. Alors, bye avec vous, le décryptage. Merci bien. Je voudrais d'abord, avant de prendre la parole, souhaiter Samé à tous les éditeurs de Tamani. Baye qui est venu avec les enfants. À l'occasion de la fête de Tabaski. Et préciser que ici, je n'engage pas le sort. J'engage le syndicat des journalistes et reporters. Ce qui est précisé. Donc, tout ce que je disais ici n'engage pas le sort. D'accord. C'est important. Et effectivement, comme vous l'avez dit au départ, je crois que c'est un gouvernement vraiment qui... Il n'y a pas grand changement. On a si bien dit. 4 nouveaux rentrants et 2 départs. 2 départs. Ensuite, vous l'avez bien... 3 permutations. 3 permutations. Je crois que, je ne sais pas, les attentes quand même ont été
n'y a pas eu un grand changement, il n'y a pas eu vraiment véritablement un grand changement. Vous avez vu qu'au niveau du ministère de la Santé, c'est Marie-Madeleine qui arrive. Ensuite, il y a des ministères qui ont été scindés en deux. Le ministère des Affaires étrangères qui avait l'intégration africaine. Maintenant, il y a un ministère des Affaires étrangères et un ministère de l'intégration africaine. Ensuite, la fonction publique. Mais ce qui m'a surtout étonné, ce qui m'a un peu tiqué dans ce gouvernement, et outre l'absence des représentants de la CEMA, c'est le ministère... Est-ce que la CEMA est véritablement absente de ce gouvernement? Bon, en fait, parce que la CEMA, on n'a qu'un seul ministère. C'est le ministère de la, je crois, à partir du moment où l'aménagement du territoire a été confié à la plateforme... Justement, parce qu'il y a le ministère, ce ministère-là, justement... Imaginer que la décentralisation revient à la CEMA. Justement, parce qu'on a un ministère de la décentralisation, ensuite on a un ministère chargé de l'aménagement du territoire et des réformes. Au moment où, aujourd'hui, on est engagé dans ce qu'on appelle le régionalisme, je me demande qu'est-ce que la décentralisation cherche ici. Donc, si ce n'est pas un ministère. Donc, ça m'a vraiment tiqué pour que ce ministère de la décentralisation est revenu encore. Donc, vraiment, c'est la lecture. Mais je pense qu'il n'y a pas de grand changement. Grand changement, c'est la même mission. Mais ce que je voudrais ajouter, en fait, la problématique du régime d'Ibeka, ce n'est pas en fait le gouvernement. La problématique, c'est qu'il a été élu avec un programme qu'il doit mettre en œuvre. Maintenant, quelle est la démarche pour mettre en œuvre ce programme? Je crois que c'est tous les programmes. Parce que quand vous mettez les gens, il faut leur donner les moyens pour travailler. Si vous avez vu que le premier gouvernement a été pénalisé parce que avec l'affaire de l'avion et puis du truc, le scandale de corruption et puis tout, je crois qu'il faut que ces gens aient vraiment les moyens de travailler. Et c'est tout. Je crois qu'ils feront l'essentiel, mais il faut qu'ils aient les moyens, notamment que vraiment ils se battent surtout dans le cadre de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, Mbaye Coulibaly. Alors, Ami Bessissé, tous ces intervenants vous ont donné du grain à moudre. Alors, aujourd'hui, décryptage de ce gouvernement. Bien, merci. Bonsoir, Famoussa. Bonsoir à tous les auditeurs. J'ai joint ma voix à celle de Mbaye pour aussi souhaiter une très bonne fête d'Aïd el-Kébir. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains aspects, pas les analyses, certains aspects, parce que c'est du théâtre. Moi, je pense que c'est du théâtre que le président il fait. On voit un gouvernement dans lequel rien n'a pratiquement pas changé. On a encore ces différents chefs de partis politiques qui sont en train de constituer un obstacle, à mon avis, au programme dont Mbaye parlait, s'il y avait un programme. Donc déjà, c'est un premier aspect. Je vois aussi que Sada est parti, c'est normal. Sada, normalement, en tant qu'homme d'honneur, il devait depuis longtemps s'en aller, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le limoger, je crois que c'est une honte qui est collée aujourd'hui à son dos. C'est comme ça, quoi. Mais par rapport à Boukari Tireta, par rapport à Draban Dambélé, il y a encore des scandales qui sont d'actualité. Et c'est Tireta aujourd'hui qui est le numéro 1 d'un gouvernement qui, depuis qu'on est là, ne bouge pas, ça ne marche pas, c'est stagné partout. Je crois vraiment que c'est du théâtre, comme je l'ai dit. Et apparemment, ce sont des hommes qui ont pris le président. On a vu les 1000 tracteurs qui ont été donnés aux producteurs le 22 septembre dernier. Oui, mais justement, j'ai vu les 1000 tracteurs. Mais où est-ce qu'on a payé ces 1000 tracteurs? On aurait pu les payer comme avec le Mali, mais on ne sait même pas si ça a été payé ou pas. Je ne suis pas en train de certifier quoi que ce soit, mais quand même, c'est des questions qui restent encore posées. Boukari Tireta, moi, à mon avis, il ne devait pas être reconduit dans ce gouvernement, mais il est la pierre angulaire d'un parti politique qui s'appelle le RPM. Donc, il y a des calculs politiciens déjà dans ce qui est fait aujourd'hui dans ce gouvernement. Et tout ça, pour ça, moi, je me dis que rien n'a pratiquement changé. Et je sais que l'histoire nous donnera raison parce que ce gouvernement n'ira pas loin. D'accord. Alors, Khan, revenons un peu sur l'aspect de la sécurité. Sada Samaké était beaucoup décrié par les populations, par beaucoup d'observateurs. Aujourd'hui, c'est Salif Traoré qui vient à sa place. Est-ce que cela va endiguer le problème d'insécurité au Mali? Endiguer, le mot est assez fort, de mon point de vue. Dans un pays où tout est à faire, surtout un secteur aussi dense que celui de la sécurité, la réforme est en cours. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'errements, je reviens là-dessus, c'est très important. On a besoin du quoi aujourd'hui? On a besoin de la perspicacité de ce nouveau ministre, c'est-à-dire notre façon de faire, pas dans la précipitation, pas dans la colère comme on l'a vu avec Sada Samaké qui vraiment était devenu insupportable à la télé, à la radio. Vraiment, c'était l'homme à abattre, quoi. Aujourd'hui, les partis, c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'avec le colonel Salif Traoré, il y a de l'espoir. Parce que
il y a une chose au Mali. C'est du sang neuf, c'est la jeunesse. C'est un quadragénaire, en quelque sorte visionnaire à travers... c'est la génération Moussa Senko. Justement, au travers de son bilan, rien que dans la région des Cailles, il a un défi immense à relever. Je pense que c'est un challenge qui doit les transcender aujourd'hui. C'est vrai, il est dans une équipe, comme je l'ai dit, un gouvernement moribond. À lui aujourd'hui de jouer pleinement sa partition. Ce ne sera pas facile. Avec ces présidents, voilà, il y a beaucoup de promesses, etc. Et l'insécurité à Bamako, c'est de la folie. Famoussa. Moi, j'ai été sidéré lors de l'attaque de l'autogare de Sogoniko. Et que ces ministres, Sada Samaki vient à l'emporte-pièce déclarer que non, c'est un acte isolé, c'est des petits bandits. Des choses comme ça, on ne veut plus le voir. Franchement, aujourd'hui, on a besoin d'un leader pour gérer ces départements de l'intérieur. Donc je pense que Salif, il incarne cette personnalité dont on avait besoin, du moins j'espère, pour le bien-être des Bamakois, des Maliens, voilà, en gros. Merci beaucoup Mamadou Kane de la radio Clédou. Alors restons sur cette question de la sécurité avec vous également Abouakar Banizon du journal Le Caïman de Ndé. D'accord. Alors la sécurité, Ibeka qui est aujourd'hui obligé de piocher dans la génération des jeunes cadres que le gouvernement de transition a dû nommer, les jeunes colonels aujourd'hui. Ibeka est obligé de faire avec eux. Est-ce que c'est en quelque sorte un rétropédalage du président? Oui, bon, effectivement, je peux dire que c'est un rétropédalage du président parce que pour les présidents, et pas pour les présidents seulement, pour la majorité des Maliens, la vieille garde a montré ses limites. Donc il faut maintenant essayer de promouvoir la jeune génération. Bon, moi, je pense qu'en ce qui concerne le problème de sécurité au Mali, de l'insécurité, il faut s'attaquer à la racine du mal. Aujourd'hui, tous les Maliens savent que les agents chargés de la sécurité, vraiment, tout le monde le sait, ils sont mal recrutés. Et puis, ils n'ont pas de moyens matériels, même financiers. Moi, pas plus tard que 2 ou 3 semaines, mais j'étais en train de parler avec un inspecteur de police. Il me dit, bon, Banizan, tu vas, on vient de me dire d'amener des détenus au tribunal. Bon, voilà, il n'y a même pas de carburant dans le véhicule. Effectivement, devant moi-même, il a enlevé 5 000 francs. Il a donné ça à ses agents et puis ils ont mis du carburant dans le véhicule. Vous voyez? Donc ça, c'est des... Pendant que d'autres cadres sont avec 2 véhicules de fonction, certainement. Effectivement. Donc moi, je pense que le problème de la sécurité au Mali, c'est un tout. Vraiment, c'est un tout. Ce n'est pas le départ de Sada. C'est vrai, vraiment, comme l'autre allait dire, vraiment, Sada devait aller depuis longtemps. Vraiment, bon, depuis qu'il a su qu'il n'était pas en mesure de combler les attentes des Maliens, il devait lui dire, ah bon, monsieur le président, vraiment, je suis incapable, je m'en vais. Là, vraiment, il allait sortir par la grande porte. Maintenant, partir comme ça, sur la pointe des pieds, vraiment, c'est vraiment humiliant. Surtout au moment où il a été nommé, surtout le moment où il a été recruté, bon, entre griffes, dans le gouvernement, à la télé me disait, bon, je sors du bois. Ouais, donc, vraiment, et qu'il retourne encore sous ces bois-là encore. Bon, moi, je pense que vraiment, ça doit beaucoup lui donner à réfléchir. Bon, au Mali, bon, on sait qu'il ne va pas rester dans les bois. Le président va chercher un coin et puis il va lui mettre là-bas. Mais quand même, moi, je pense que le problème de l'insécurité au Mali, c'est un tout. Vraiment, on doit s'attaquer au problème, à la racine. D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, je redonnerai la parole pour parler de cette question d'insécurité et de sécurité avec la nomination du nouveau ministre de la Sécurité au Mali, Salif Traoré. Une seconde et nous nous retrouvons. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Le grand dialogue réfléchit aujourd'hui sur 4 thèmes, le remaniement ministériel, le processus de paix et le drame qui est survenu donc à la Mecque, la bousculation, la grande panique qui a dû donc faire des victimes à la Mecque et également le report des municipales au Mali. Alors cette question sur le gouvernement, le réaménagement donc du gouvernement, la sécurité qui a vu donc Salif Traoré occuper le poste de Sada Samake. Alors Baï Ibeka obligé de piocher dans le camp de la jeune génération. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que la nomination de Salif Traoré à la sécurité, je pense que c'est un espoir. C'est un espoir, mais cet espoir ne doit pas faire oublier les défis. L'espoir, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un jeune qui a montré ses compétences quelque part, notamment quand il était jusqu'à sa nomination gouverneur de la région de Caille. Mais le défi aussi, c'est toute la problématique qu'il y a aujourd'hui pour réorganiser comment on dit, les forces armées de sécurité et faire face aux nouvelles défis qui quand même aujourd'hui sont assez inquiétants. Et je pense que le défi sécuritaire au Mali, c'est moins les hommes que la façon dont on est en train de gérer ce problème aujourd'hui. Parce que rien ne sert aujourd'hui de mettre les hommes s'il n'y a pas de coordination entre les hommes. Et moi, je suis vraiment souvent très, très touché du fait que cette coordination manque entre la gendarmerie et la police, souvent entre la police et ceux qui sont les soldats, les soldats de terrain, ou entre le service de sécurité et les armées. En fait, les services de renseignement n'ont pas pour rôle de mener une opération sur le terrain. Ils donnent l'information, mais souvent eux-mêmes ils sont obligés. Donc je crois que c'est surtout la façon de gérer le problème sécuritaire au Mali qui pose problème. Il faut vraiment une coordination entre l'ensemble des forces de sécurité, y compris l'administration. Parce que souvent, c'est ça aussi. Vous trouverez que le Mali, les forces de sécurité maliennes sont présentes quelque part, l'administration n'est pas là-bas, où chacun fait son programme. Je crois qu'il faut avoir une coordination entre toutes les forces de sécurité pour pouvoir. Donc c'est vraiment le défi réel aujourd'hui qu'il faut ménager. Amin Bessissi. Ben, vous savez, moi j'ai bien peur que ce qui est arrivé à Sada ne soit pas le cas avec le nouveau, parce que le nouvel homme, je ne le connais pas du tout, mais à l'allure où va l'insécurité aujourd'hui au Mali, je crois que c'est déjà trop pourri. Peut-être le président a longtemps attendu. Et j'ai même une explication quelque peu ironique du départ de Sada. Parce que je m'étais dit, avec ce qui s'est passé au Burkina, on a compris aujourd'hui que les coups d'État, ça ne passera plus. Et puisque lui, il était censé éviter un coup d'État, donc ce n'est plus sa raison aujourd'hui d'être. Donc peut-être que le président lui a fait comprendre que tu n'as vraiment plus quoi que ce soit à jouer à mes côtés. Donc en réalité, le président voulait vraiment depuis longtemps, mais peut-être il fallait un déclic. Un déclic, une petite étincelle est survenue. Maintenant, par rapport à ce que mon frère disait tout de suite, Mahamadou Khan parlait de Sada, justement, lors de l'attaque de Sogoniko. Il vient et puis voilà, il ne rassure pas les gens. Quelqu'un qui, à l'Assemblée nationale, a dit « Ah, les attaques vont continuer ». Quand un ministre dit ça dans un pays où tout le monde regarde, déjà depuis longtemps il devait aller. Donc en France, dans les autres pays, on voit que dès qu'il y a une attaque, il y a un petit problème, le procureur il sort, il tient une conférence de presse, il donne des indices, des détails par rapport à ce qui s'est passé. Du sérieux. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. On ne communique pas, on ne prend pas en compte, on ne prend pas au sérieux les populations et c'est vraiment très dommage. Donc moi je crois que ce n'est pas seulement l'homme qu'on a amené aujourd'hui qui va faire la sécurité, c'est d'abord les agents dont on a parlé, il leur faut les moyens et surtout qu'eux aussi en réalité ils ne font pas le travail, ils raquettent les populations, ils sont en train de s'arrêter là où il n'y a pas le danger, ils le savent très bien. Non, là où il y a le danger, là où les bandits sont susceptibles d'y être, tout le monde le sait. C'est pas dans les ronds-points peut-être. Ce n'est pas dans les ronds-points, ce n'est pas au feu rouge. C'est pas les ponts. C'est pas les ponts. Donc justement, vous voyez, non, en réalité, ils font semblant d'assurer la sécurité des gens. Et en réalité, souvent même, c'est comme ça. Imagine lorsque les bandits aujourd'hui sont plus forts, plus intelligents que les agents de sécurité. C'est très compliqué aujourd'hui, mais je crois que c'est avec tout le monde
qu'on peut y arriver. Les représentants de la coordination des mouvements armés de l'Azawad et ceux de la plateforme se sont réunis ce lundi à Bamako sous l'égide de la MINUSMA. Cette réunion avait pour objectif de calmer la situation et de faire baisser les tensions nées donc des derniers affrontements dans le nord. Alors, les acteurs sont-ils sur la bonne voie, Khan? Nous sommes donc dans le processus de paix. C'est frustrant. L'histoire est en train de... L'histoire bégaye tout le temps dans notre pays. C'est un jeu de dupes en fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre qui est tous ces déballages médiatiques, qui est cette pression presque du jamais vu au Mali, d'un président contre un groupe d'autodéfense, les Gatia, et que ces groupes quittent Anefis. 3 jours après, c'est la CMA qui vient. Après, on dit non, c'est les FAMA qui vont aller avec l'amunissement. Enfin, Moussa, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire aux Maliens aujourd'hui. On se moque de qui dans ces pays aujourd'hui? On a qu'à faire de cette réunion-là entre les 3 parties. Parce que franchement, là, on a franchi les Rubicons. Clairement, on ne peut pas demander aux Gatia de quitter Anefis et permettre à la CMA de venir occuper la zone, quoi, comme si de rien n'était, parce que c'est les tenants de lieux, etc. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le trafic de drogue et d'armes, notamment à Inkali, à la frontière algérienne. On le sait très bien. Et ça profite à qui? À tout le monde, hein, finalement. Si on laisse la CMA rentrer en Anefis, ça veut dire que quelque part, chacun y trouverait à boire et à manger, comme on dit ici à Bamako. Donc, est-ce que le risque est présent quand c'est la plateforme qui occupe cette zone? Aujourd'hui, il y va de la sécurité des populations civiles d'Anefis. Et le bon sens veut qu'aujourd'hui, qui est les FAMA et l'amunissement ou l'amunissement dans cette localité de Kidal, on veut ni de Gatia. Les Gatia l'a fait parce qu'on a compris. Les Gatia, c'est quoi? C'est des éléments qui sont pétris d'esprit patriotique, qui ne veulent pas que cette situation perdure. Ils ont pris des armes. Ils disent que non, ça ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas laisser un groupe comme les MNLA qui a des revendications politiques, etc. Et après Kidal, de Kidal. Juste là, on ne parle pas de Kidal, c'est Anefis. Donc, l'idéal serait vraiment que les FAMA retournent à Anefis. D'accord. Même sans l'amunissement. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale a montré toutes ses limites. Ceci est compris. Alors, Abouakar Banizon, dites-nous votre point de vue par rapport à cette question de la reprise des discussions entre la plateforme et la CEMA. Bon, quand même, comme on nous demande vraiment de jouer à la paix et puis à la réconciliation nationale, mais cela n'empêche, on va s'exprimer un peu lui-même. Mais dans cette situation, vraiment, depuis au départ, depuis le 2012 ou 2011, je pense que la communauté internationale se moque du Mali. Apparemment, la communauté internationale n'a pas de considération non seulement pour le peuple malien, mais aussi pour les responsables maliens. Alors, qu'est-ce que les responsables font pour mériter cette confiance? Voilà. Ça, c'est... Apparemment, c'est une question de crédibilité des responsables qui se posent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, par exemple, quand on prend au Congo, la MONUSCO a vraiment appuyé le gouvernement congolais pour mettre hors d'état de nuire les rebelles. Mais pourquoi pas ce même système au Mali? Sauf qu'on permet à un groupuscule vraiment de prendre tout un pays en otage. Parce que seulement, il y a les intérêts d'un pays en jeu. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, vraiment, qu'on le veut ou pas, c'est la France vraiment qui est derrière la CEMA. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce groupuscule prend le pays en otage et que les Maliens se lèvent pour essayer de libérer Kidal. Et puis on donne l'ordre à ces Maliens de s'arrêter. Sinon, s'ils bougent, on va tirer sur eux. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment, comme il l'a dit, c'est vraiment frustrant qu'un groupuscule est là et puis il prend tous les Maliens en otage. D'accord. Alors, nous allons tenter de décoller donc avec ce thème avec Mbaye Coulibaly. Mbaye, selon plusieurs observateurs, cette rencontre peut favoriser la reprise donc du processus de paix et de réconciliation. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, le processus n'a jamais été interrompu.
Il n'a jamais été interrompu, repris du processus. La CEMA avait suspendu sa participation au comité de suivi après l'occupation d'Anefis par la plateforme. Je crois que ne prenons pas les problèmes, dans leur singularité. C'est un problème global qui est là. Si nous essayons un peu de décortiquer le problème de Kidal, depuis l'occupation en 2012, après janvier 2013, la libération des 3 régions qui ont été occupées par les djihadistes. Les 2 régions. Les 2 régions. Les 3 régions. Les 2 régions. C'est Gao et Tombouctou et Kidal. Non, Kidal n'est pas libéré. Kidal n'a jamais été libéré. Gao, Tombouctou et Kidal. N'est-ce pas? Et vous voyez, en moins de 3 jours ou en moins d'1 semaine, Gao est libéré. On remet ça à l'armée malienne. Tombouctou est libéré, on remet ça à l'armée malienne. Et on dit à l'armée malienne, non, aux portes de Kidal, arrêtez-vous. Je crois que c'est vraiment toute la problématique aujourd'hui de la position de la communauté internationale par rapport à Kidal. Et ce qu'on est en train de... le jeu auquel on est en train de jouer aujourd'hui, c'est ce que moi j'appellerais kidaliser les autres zones de Kidal, notamment Anefis, Tessalit et Inkali, comme il vient de le dire. Je crois que c'est toute la problématique de la complicité aujourd'hui de la position de la communauté internationale par rapport à cette zone. Mais ce que je voudrais, si j'ai un coup de gueule à faire, je le ferai aux autorités maliennes. Parce que imaginez le Gatia. Le Gatia, c'est pas... la connotation même qu'on a dit, on dit pro-gouvernemental, on dit plateforme, mais c'est des Maliens. C'est des gens qui se sont dit, bon voilà, il y a l'armée malienne qui est là. Nous, notre zone, nous aussi, nous sommes les populations de la zone. Nous allons aider l'armée malienne à défendre notre zone. Pourquoi les qualifier de mercenaires ou de les donner une autre image qui n'est pas la leur? S'ils quittent Anefis, c'est pas pour les Touaregs. Anefis, c'est pour les Songoï, c'est pour les Bambara, c'est pour les trucs. S'ils doivent quitter aujourd'hui, ils ont des parents là-bas. Ils vont livrer comment ils vont être? Ils vont dégager avec leurs parents. Donc je crois que c'est toute la connotation qu'aujourd'hui le gouvernement lui-même a donnée en demandant à Gatia de quitter Anefis. Comme si, Anefis... le gouvernement qui a redemandé encore à la CEMA de quitter. La CEMA fait la sourde oreille. Mais comme on le dit, la nature aurait du vide. Si le Gatia quitte, mais il faut quand même occuper. Le Gatia quitte, l'armée malienne n'est pas là-bas. Qui va venir? D'accord. Ce point de vue est compris. Merci Mbaye. Alors, Ami Bessi, c'est votre réaction par rapport au processus? Moi, il disait tout de suite que le processus n'était pas interrompu. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Le processus était bel et bien interrompu parce que nous sommes dans l'impasse jusqu'à présent. Aujourd'hui, le président a monté le ton. Il y a le président nigérien qui avait monté le ton. On demande à ce que les Gatia quittent. Et aujourd'hui, vous parlez tout de suite d'une sourde oreille. Si la CMA se reconnaît dans la République aujourd'hui, et on sait que c'est faux, on a vu récemment des documents qu'ils ont fait sortir et qui comportent l'état d'Azawad. Déjà, c'est une véritable violation de l'accord qu'on a signé ici. Un État azawadien, créer ça ou bien parler de ça à partir du moment où vous avez signé un document de réconciliation, ça montre que les positions depuis toujours, comme les gens l'ont dit, ce n'était pas tout à fait clair. Ils ont participé à cette réunion, c'est pour ne rien faire parce que je suis sûr et certain que ces Imgad et ces Ifogas, depuis toujours, je l'ai dit sur cette même table, ne vont pas s'entendre. Et sur le terrain déjà, l'aménagement, on le sait, l'aménagement est de connivence avec la CMA. Vous ne pouvez pas dire que vous qui êtes censé assurer la sécurité et le contrôle sur une zone, que vous n'êtes pas au courant au moment où la CMA revenait. Cela veut dire que vous étiez en train de dormir. Et aujourd'hui que la CMA est là, pourquoi vous n'avez pas mis les mêmes pressions que vous avez mis contre les Gatia? On a su que les Gatia s'est retiré à contre-cœur. Malgré bon gré, le Gatia s'est retiré parce qu'il l'a dit tout de suite, ils sont animés d'un esprit patriotique. C'est pour toujours aller de l'avant. Mais tôt ou tard, ce qu'on craint là, ça va revenir. Moi, je suis sûr et certain qu'il y aura un autre Anefis, un autre Menaka, parce que ce n'est pas la manière objective de gérer la situation. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons observer une courte pause et nous reviendrons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Nous sommes donc à la troisième et dernière partie de cette émission du Forum de la presse. Le thème de la Mecque, donc drame à la Mecque, énième drame donc à la Mecque, la grosse panique donc qui a fait plus de 700 morts au sein donc des pèlerins du monde entier qui affluent donc vers ce lieu saint donc de l'islam. Khan, qu'est-ce que ce drame vous inspire? Avant d'y réagir, avant de répondre à cette question, moi je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de ces drames à la Mecque, victimes maliennes et autres. Nous avons vu des images qui sont insoutenables. Pour répondre à votre question, Famoussa, moi j'accuse les autorités saoudiennes. Nous sommes en 2015, donc les attitudes médiévales, on n'en a plus besoin sur notre planète. Ces gens, ils partent, pourquoi? Ils partent pour un des piliers de l'islam, les Hajj. C'est vrai, si tu meurs là-bas, alhamdoulilah, c'est peut-être le paradis pour toi, tu meurs en martyr. Mais il faut qu'on organise les choses. On peut pas aujourd'hui, dans ce contexte, dire que les fidèles sont indisciplinés. Le mot m'a choqué. On ne peut pas traiter nos parents de quelque boire qu'ils soient, ces gens qui partent à Mina, la lapidation, si pour quelqu'un qui connaît les symboles d'islam, tu ne peux pas les traiter d'indisciplinés. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est les autorités saoudiennes qui ont failli dans la sécurisation, dans l'organisation, tout court. J'ai parlé d'attitude médiévale, nous ne sommes pas au Moyen-Âge. C'est vrai, la Mecque, aujourd'hui, c'est quelque chose. C'est plus de 10 millions de fidèles qui se retrouvent pour ces piliers de l'islam. Mais comment il y a des allées et ceux qui partent lapider reviennent et croisent ceux qui veulent aller s'exécuter. Mais c'est inadmissible, c'est impensable. C'est vrai, c'est des martyrs. Mais donc, selon vous, c'est une erreur dans l'organisation? Mais complètement. Les 100 000 policiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient aux toilettes? Enfin, moi, je ne sais pas. Ils étaient où? Qu'est-ce qui se passe dans ces... Non, franchement, on ne peut pas admettre des choses comme ça. On a perdu combien de Maliens dans cette histoire? Est-ce qu'il faut peut-être que les États demandent des comptes aux autorités? Mais bien sûr. Moi, je salue le leadership de l'Iran. Je salue vraiment le leadership de l'Iran qui a perdu plus de 100 fidèles, qui a décrété 3 jours de deuil national. Si j'étais iranien, j'allais dire, je suis fier de mon pays. Aujourd'hui, au Mali, on a perdu combien de Maliens? Et ça passe presque inaperçu. Franchement, Moussa, on est dans quel pays? Un drame comme ça se passe. Il y a une vingtaine, une trentaine de Maliens qui meurent. À peine si on a les chiffres exacts, à peine si le gouvernement communique. À peine si on dit, oui, c'est des êtres humains quand même, ce n'est pas des insectes qui sont morts, mais on peut décréter 1 ou 2 jours de deuil national pour ces gens-là, qui sont partis effectuer quand même les Hajj. Une adresse du président à la nation. Oui, on est comme dans un gros village. Franchement, aucun chiffre, on ne sait même pas qui. Bon, ici et là, on sait que ouais, un tel a perdu son père, l'autre a perdu son ami, oui, mais ça ne doit pas se passer comme ça. Comment les Iraniens ont pu savoir qu'ils ont perdu 192 ou combien C'est l'organisation. Bien sûr, mais on peut le faire nous. Mais voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous, comme Tete l'a dit à un moment, Baby Bablo au Mali, quoi. Qui n'a pas bien passé. Hein, bon, de toutes les façons. Aujourd'hui, ça passe bien. C'était une réalité. Alors, Abdoulaye Banizan, du journal Abouakar Banizan, pardon, du journal Le Caïman de ND. Votre réaction par rapport à cette tragédie? Ouais, bon, et cette tragédie pose aussi le problème de l'organisation des Hajj à tous les niveaux, même dans nos pays. Souvent, vraiment, c'est le désordre et le chaos même. Ça fait longtemps que quand même les fidèles n'ont pas assisté à de tels drames. N'eût été le dernier en date avec la grue, les mouvements de panique étaient assez canalisés puisqu'il y avait eu des travaux quand même pour toute cette population qui venait pour le Hajj. Ouais, mais qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Oui, mais d'abord, je tiens à souligner que pratiquement chaque année, au mois de printemps, il y a des drames. Mais souvent, c'est minime. Voilà l'ampleur. Sinon, chaque année, il y a des gens vraiment qui meurent parce qu'ils sont tombés, on a monté sur eux. Et il y a un problème qui a été soulevé en ce qui concerne l'organisation du Hajj en Arabie Saoudite. Il y a des informations qui révèlent que les agents de sécurité ne parlent que l'arabe seulement. Souvent, ils ont des problèmes à se faire comprendre par les pèlerins. Donc, on peut dire que quelque part, ça peut être aussi à l'origine vraiment du drame. Si par exemple, quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe
ne comprend que le français ou bien l'anglais. Est-ce que toutes ces formations avant le Hajj ne servent pas également à ça? En dehors de la langue, il y a des signes également qui sont affichés pour guider les pèlerins. Effectivement, bon, en tout cas, jusqu'à ce niveau, ça n'a pas bien marché. Maintenant, ça pose aussi le problème, parce qu'il ne faut pas que désormais l'Arabie Saoudite s'occupe seulement de l'organisation du Hajj. C'est vrai, c'est chez eux, mais vraiment qu'on fasse appel. C'est touché à la souveraineté de l'État alors? Non, pas souveraineté de l'État, mais aujourd'hui, il y a tellement d'activités qui sont privatisées, parce que ça permet aussi l'efficacité. Mais tant qu'aussi l'Arabie Saoudite s'est dit que bon, on est souverain sur ce dossier, vraiment, bon, ça peut amener des dérives. Alors, Khan, juste au passage, il faut peut-être qu'on passe la parole. Il est pratiquement... c'est pratiquement la fin. Nous allons donner la parole à Mbaye pour s'exprimer sur ce drame de la Mecque. Merci bien. Je crois que je joins ma parole, ma voix à celle de Mamadou Khan pour présenter mes condoléances à la famille des victimes et souhaiter bon rétablissement aux blessés. Jusque-là, on ne connaît pas le nombre exact de Maliens qui ont péri. C'est vraiment un drame regrettable. L'accident, comme on l'a dit, s'est passé à Mina. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Mina, c'est vraiment la dernière étape. Là-haut, ce qu'on appelle, là où on doit lapider en fait, le Satan. Et là, les pèlerins, chacun a 7 cailloux qui doit jeter dans un rayon, après d'une trentaine de mètres. Maintenant, il y a 25 ans, je crois que le drame c'était le même drame que cette année s'était produit. Je crois que les autorités, ils avaient pris des mesures maintenant, parce que là, il y avait une seule voie pour mener, et c'était même par cette même voie que les gens devaient retourner. Maintenant, ils ont fait 2 voies. Donc, il y a une voie aller et une voie retour. Donc, je crois que, bon, comme vous l'avez aussi dit, bien sûr qu'il y a des exercices qu'on passe ici, mais c'est différent de... On dit également qu'il y a une voie VIP. VIP, voilà. Il y a une voie VIP, ensuite... VIP à la Mecque, ça pose question. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'est vraiment toute la complicité de l'organisation. Bien sûr que les pèlerins, ils ont une formation de base dans leur pays. Mais bon, je crois que, comme on le dit, en tant que musulman, je me garde de dire certaines choses. C'est vraiment la volonté de Dieu. Et nous espérons que vraiment les autorités saoudiennes vont prendre des mesures pour que de telles choses ne se répètent plus dans l'avenir. Alors, merci beaucoup Mbaye. Amimbe Cissé, que dire par rapport à l'anxiété des populations, des familles aujourd'hui qui n'ont aucune nouvelle de leurs proches? Et je crois qu'apparemment, Khan et moi, on a la même vision, parce que on voit comment les choses se passent dans ce pays. Nous, on a vu, lors du départ de ces pèlerins, comment l'affairisme se passait autour même des visas d'abord, ça c'est un. Et lorsque les pèlerins arrivent en Arabie Saoudite, ce n'est pas dans les mêmes conditions idoines que certains pays. Et là, c'est encore déplorable. Pourtant, les gens payent très cher pour aller au pèlerinage. Et nous sommes dans un pays où on dit 90% musulmans. C'est pourquoi je dis c'est du théâtre dans ce pays. 90% musulmans et personne ne sort. Le président ne peut pas parler sans invoquer le nom de Dieu, le nom d'Allah. Et un tel drame arrive, on a un porte-parole du gouvernement qui ne dit absolument rien. On se demande réellement, comme il a dit, dans quel pays nous sommes. Maintenant, par rapport à toutes ces morts, c'est vrai, c'est une tragédie, que ce soit 1 ou bien 1000 victimes, c'est toujours vraiment déplorable. Mais quand même, il y a des explications à demander à l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas une question de souveraineté. Ici, c'est une question de mort d'homme. C'est vrai, c'est dans un contexte beaucoup plus religieux. On dit, bon, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Mais non, nous sommes dans un pays où il y a des lois, où les gens doivent demander des explications aux institutions. L'Iran, l'Égypte, le Mali, tout le monde doit être mêlé à cette enquête, parce que quand même c'est des vies humaines qui sont perdues. Et le mot est très fort, c'est que le ministre saoudien disait, lui qui parlait d'indiscipline. Moi, je peux peut-être dire qu'il y a incompréhension, peut-être que personne n'allait se donner à la mort comme ça. Et la plupart des victimes, on estime que c'est des vieilles personnes, des gens qui n'avaient vraiment pas
C'est pourquoi ce qui est faux. Ce qu'il faut. C'est pourquoi souvent il y a un examen qu'on fait passer aux pèlerins pour voir si c'est des gens vraiment qui physiquement peuvent tenir. Et dommage, on a vu là aussi qu'il y a des failles parce que les conséquences de ce drame ont prouvé et justifié que tout ne se passe pas bien. Et comme il a dit, l'organisation a connu vraiment des failles et on attend la suite de l'enquête. Si tel est vraiment leur objectif de mettre toute la lumière, ça doit apporter quelque chose. Oui. Quand voulez réagir par rapport à cette question de la Mecque? Oui, en fait, ce que je voulais dire, on n'a pas retenu la leçon. Moi, j'ai les chiffres sous mes yeux, 1426 Asiatiques. Il a dit, sont morts asphyxiés après un mouvement de foule. Pareil, dans les tunnels des Mina. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Donc, on n'a pas retenu la leçon. Rétropédalage, je vous l'avais dit. On revient là-dessus avec l'Arabie Saoudite qui est quand même une puissance dans les Golfs. Donc, il a dit il faut que l'enquête aboutisse très vite. Et il faut que les autorités maliennes réagissent dès ce soir pour donner le bilan aux familles. Les gens sont dans une anxiété mais incroyable. Hier, on n'a pas bien fêté ici à Bamako. On a tous des parents qui sont partis au pèlerinage, etc. Mais on ne peut pas rester comme ça dans cet état stagnant où rien ne bouge. Franchement, qui réagissent, qui décrètent un jour de deuil, ça ne coûte rien dans un pays où on ne fout rien ou presque. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc on peut décréter un jour de deuil. On fait quelque chose, on anime ce débat quand même. Nous, on travaille, mais pas l'État. Alors, Ami Bessissé, vous avez l'honneur pour réagir par rapport à la possibilité qu'il y ait un report des élections le 25. Ce n'est pas une question de possibilité, c'est déjà reporté, c'est ce que je sache. Le communiqué du gouvernement ne l'a pas signifié comme ça. Le Conseil des ministres a décidé d'être à l'écoute de la classe politique. D'accord, moi je vais vous le dire. Le gouvernement, il va falloir qu'il écoute. Il n'y a pas une partie dans ce pays, il n'y a pas un acteur qui n'a pas crié, même si souvent ce n'est pas leur intention. Il y a des gens qui disent reporter, mais au fond, c'est des gens qui veulent aller concourir. Nous connaissons très bien le système politique et les hommes politiques sont avides de pouvoir. Donc moi, je me dis que ça n'aura pas lieu ces élections. Ça va être reporté. Maintenant, comment il faut prendre des mesures comme ils l'ont dit. Aujourd'hui, la CMA, le Gacha, les acteurs politiques, majorité, opposition, tout le monde est unanime qu'il faut reporter. Donc, il faut reporter. Et moi, je crois que la majorité des Maliens, la plupart des Maliens, est pour le fait que ça soit reporté. Merci. Moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. Le plupart des Maliens, moi, ce qui me fait sidérer un peu, c'est que les partis politiques, vous faites vos alliances, vous faites tout ce qui est nécessaire, vous mettez de l'argent, après vous demandez le report des élections. Les élections ne doivent pas être reportées. Allons-y. On a fait les élections. La situation d'aujourd'hui n'est pas plus pire que la situation de 2013. On a fait des élections présidentielles. Mais quand est-ce que l'appel, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui tombe d'ex nihilo. Allons-y vers les élections. Je pense que le report de ces élections, c'est l'une des choses les plus graves qu'il nous fait. Et ces élections-là, on va les reporter 1000 fois. D'accord. Alors, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une très bonne fête. La fête qui continue donc aujourd'hui encore et ce week-end également. Mais une fête qui a été endeuillé au Mali à cause donc de ce drame qui est survenu à la Mecque où plusieurs pèlerins dont des Maliens ont péri lors de cette bousculade géante donc sur les lieux saints donc de l'islam. Nos condoléances donc aux familles et des victimes. C'est ainsi que s'achève cette émission, ce forum de la presse. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nos invités, Baye Koulibaly du journal Les Sorts, mais Baye qui ne représente pas Les Sorts ici à Tamani, Abouakar Banizan du journal Le Caïman des Ndé, Ami Bessissé de la radio RFM et Mamadou Kane de la radio Clédou. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la technique, Mamadou Ouattara à la régie vidéo, Ousmane Djadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons bon week-end et à lundi pour un autre débat. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.